Sa andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Sa anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Il y a des voyages qu'on choisit et d'autres qui finissent par nous choisir. Un jour, on décide de partir. On laisse derrière soi une maison, une famille, une communauté, une nation, et on s'envole vers l'inconnu, avec dans la valise des rêves, des doutes et beaucoup d'espoir. Mais qu'est-ce que c'est d'être un migrant? Je voulais revenir un peu sur cette notion ou sur ce terme qui est parfois très mal connu. Être un migrant, c'est bien plus large qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement prendre la route ou traverser la mer dans la difficulté. Un expatrié, un étudiant, un travailleur à l'étranger sont aussi des migrants, des personnes qui vivent un déplacement, un changement de vie, un pas vers l'étranger. Alors, quelque part entre la Guinée et la Suisse, entre ce qu'on quitte et ce qu'on découvre, il y a toujours une question qui nous suit. Est-ce qu'on part vraiment ou est-ce qu'on se découvre ailleurs? Aujourd'hui, dans ce podcast Trajectoire migratoire, je reçois Boubacar Sow, un Guinéen qui a fait le choix de s'installer en Suisse. On va parler de parcours migratoire, à la fois personnel et professionnel. On va parler d'ambition, de réussite, mais aussi on va parler de ces moments silencieux où tout bascule. Et à la fin de cette discussion, on reviendra à notre question de départ. Finalement, qu'est-ce qui change vraiment quand on quitte son pays? Est-ce le monde autour de nous ou est-ce nous qui changeons? Bonjour et bienvenue dans le podcast Trajectoire migratoire. Monsieur Sow, Boubacar, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, je vais commencer par une question que tout le monde se pose. Et est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour, Monsieur Diallo. C'est un immense plaisir de partager avec vous à travers ces podcasts un peu mon parcours migratoire, mon parcours personnel. Alors, je m'appelle Boubacar Sow. Je suis guinéen de naissance et suisse d'adoption. Je suis de formation sociologue. J'habite le canton de Fribourg depuis un certain nombre d'années. Je suis marié et père de deux adorables enfants, dont une fille et un garçon. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. On reviendra un peu sur le parcours, parce que l'idée ou l'objectif de ce podcast est non seulement informer, mais aussi inspirer les nouvelles générations ou les futurs migrants ou même les acteurs, que ce soit publics, institutionnels, qui pourraient avoir des questionnements sur les parcours migratoires. Merci pour cette présentation. Vous pouvez peut-être revenir en quelques mots pour résumer votre parcours. Quels sont les mots que vous choisiriez si on vous demandait de résumer votre parcours? Enfin, il sera très difficile justement de faire le choix des mots, tellement que c'est quelque peu, je dirais, un peu riche. Mais je vais quand même par élimination choisir rêve, réalité et perspective. Rêve dans le sens que chacun a des rêves et réalité parce qu'au-delà de ces rêves, on vit une réalité là où on ne s'y arrête pas parce qu'on doit avoir au-delà de cette réalité, on doit avoir aussi des perspectives. Donc rêve, réalité, perspective. C'est une très bonne transition pour la question qui va suivre. Et on va parler de l'idée de départ. Ce serait bien de nous expliquer un peu, voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à l'étranger? Et est-ce un rêve? Vous l'avez évoqué. Vous avez choisi le rêve comme mot qui pourrait résumer votre parcours. Ou est-ce que c'était une contrainte ou une opportunité qui s'est présentée Je dirais que il n'y a pas une envie dans mon cas personnel.
je n'avais pas la perspective, en tout cas, de quitter mon pays. Et je pensais avoir fait ce qu'il fallait faire pour m'y installer et ne partir à l'étranger que pour des courts séjours. Mais comme on dit dans la vie, il y a toujours des aléas, il y a des circonstances, il y a aussi des impondérables. Donc mon départ de la Guinée est lié justement à des circonstances, à des aléas et à des impondérables. Je Ok, dirais qu'il n'y a pas eu envie. ok. Comment la famille ou l'entourage ont réagi à ce départ pour l'étranger? Et c'est un peu par rapport à la réaction de la famille, on va dire, ça a été une réaction un peu ambivalente. D'une part, c'est le soulagement parce que j'avais quelque chose à sauver. Et puis, de l'autre, il y a l'inquiétude parce que quitter son pays et aller vivre à l'étranger, ça questionne toujours. Donc, c'est à la fois un soulagement, mais aussi une inquiétude que ma famille a exprimée. Soulagement parce que j'ai sauvé ce que j'avais à sauver et inquiétude parce que l'avenir était tout de même incertain. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai aussi essayé d'aborder dans le livre que j'ai publié récemment sur les trajectoires migratoires guinéennes, parce qu'on a plusieurs facteurs qui entrent en compte dans le départ. Et je, je voulais aussi vous demander, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, euh, si vous vous rappelez un peu la période à laquelle vous avez décidé de quitter. Encore une nouvelle fois, ça n'a pas été un projet, ça n'a pas été une décision comme ça. C'est des circonstances qui ont fait que j'ai quitté, comme je disais tout à l'heure. Et ça, je suis parti de la Guinée un mois d'avril 2003. On va parler un peu de votre parcours scolaire et universitaire, ou pourquoi pas associatif, parce que ce serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent de découvrir votre parcours scolaire et universitaire. Quel a été votre parcours d'études avant votre départ? Là, on est encore en Guinée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce parcours que vous avez eu avant de quitter la Guinée? Merci pour cette question. J'ai fait un parcours scolaire classique. J'ai fait l'école primaire à Fonfoya. Fonfoya, c'est un district qui relève de la préfecture de Dalaba. Après l'école primaire, je suis admis au collège. Je devais aller à la sous-préfecture où il y a le collège, et donc c'est la sous-préfecture de Miti où j'ai fait 2 ans de collège. Après quoi, je suis allé à Conakry pour poursuivre mes études au collège de Ratoma. Après le collège, j'ai fait le lycée Bonfi jusqu'à la fin de la première partie du bac. Et pour la deuxième partie, nous sommes la première promotion de terminale. Après l'obtention de la première partie du bac, je suis allé au lycée Matam, qu'on appelait communément 1er mars. C'est là où j'ai fait ma terminale et après quoi, je suis admis à l'université et j'ai intégré l'université Gamal Abdel Nasser. Voilà un peu le parcours. Ok. C'est un parcours super intéressant. J'aimerais bien revenir sur le point de départ, le parcours scolaire. Vous avez parlé du district dans lequel vous avez démarré et tout. Est-ce que vous pouvez un peu, dans une démarche cartographier pour les jeunes qui ne connaissent pas encore l'intérieur du pays, dans quelle région ou dans quelle préfecture, et est-ce que vous pouvez revenir sur ça de manière cartographique? Voilà, le district de Fonfoya relève de la sous-préfecture de Miti et la sous-préfecture de Miti également relève de la préfecture de Dalaba. Fonfoya, c'est sur la nationale Conakry-Labé. Et nous sommes à la limite entre Pita et Dalaba. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de repérer le district. Si vous sortez la préfecture de Dalaba, c'est par notre district que vous sortez. Et juste après, c'est le district de Bomboli. Donc, quand vous êtes en partant sur Pita ou Labé, essayez de voir
la limite entre Pita et Dalaba. C'est là où il y a le district de Fonfoya. D'accord, très bien. Et, l'université à Conakry, comment ça s'est passé? Comment c'était l'ambiance à l'époque et avec les mouvements qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une telle filière dans votre parcours universitaire? Après la terminale, l'obtention de la deuxième partie du bac, j'ai été orienté en sociologie, donc à l'université Gamal Abdel Nasser, notamment à la faculté des lettres et sciences humaines. Je rappelle que notre promotion a été la première parce que à l'époque du régime des faim, donc à l'époque de la Révolution, le département de sociologie était fermé. Donc nous sommes la première promotion à rouvrir ce département. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à opter pour pour ce département, pour cette filière. Et c'est aussi une époque où nous avons été une sorte de promotion cobaye, en fait, parce que c'est une promotion de transition entre l'ancien système et le nouveau, suite à l'avènement des militaires au pouvoir. Donc, toutes les expérimentations, c'est nous qui l'avons faites. Nous sommes la première promotion à faire la terminale et nous sommes aussi la première promotion à ne pas faire de mémoire de fin d'études. Nous avons fait un examen de sortie. Donc, c'est une époque, c'est les années 90. Je vous laisse imaginer à quoi ça correspond les années 90 dans le milieu scolaire et universitaire guinéen. C'est l'instauration de la démocratie, du multipartisme, mais c'est aussi une période de revendication et l'université était le berceau de toute cette agitation parce que nous étions quand même des étudiants très engagés, très motivés à faire en sorte qu'on s'implique sur le nouveau élan que voulaient prendre les nouvelles autorités. On voulait être acteurs actifs, pas des acteurs passifs. Et donc, c'était tout le temps en ébullition. Tout le monde se souvient des fameuses grèves des années 90 et nous étions au cœur de tout ça avec, je vais citer mon collègue, mon ami, qui était le président du comité de coordination à l'époque. Et c'est à peine qu'on a fini l'université parce qu'on a eu toutes sortes de persécutions étant donné que le plus souvent nos revendications allaient à l'encontre justement de ce que les nouvelles autorités voulaient mettre en place. Ou tout au moins, c'est comme si on était plus ambitieux que les membres du CMRN. Mais au final, on a pu terminer dans de bonnes conditions, avec évidemment beaucoup de difficultés. Ok. Et c'est super intéressant, super inspirant, parce que pour les jeunes générations, je pense que vous êtes la génération qui a beaucoup inspiré, qui a beaucoup impulsé ou qui a beaucoup marqué tout ce qui a trait à tout ce qui est liberté d'expression, à tout ce qui est engagement associatif ou revendication syndicale. Et c'est des années qui ont marqué profondément la Guinée. Et je retiens, comme vous l'avez dit, hein, vous étiez des acteurs actifs et non passifs. Et ça, c'est très profond et très inspirant, et surtout pour les jeunes générations aujourd'hui. Donc, c'est important d'être acteur actif et non acteur passif. Non, mais j'ajoute à cela, c'est que on dit souvent en Guinée, très facilement, la jeunesse est l'avenir du pays. Mais à l'époque, j'ai dit, les années 90, on n'avait pas, on dit oui, c'est bien beau, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin. La jeunesse, c'est aussi le présent. C'est aussi le présent. Donc, il faut compter avec la jeunesse. Et pour compter avec la jeunesse, il faudrait que la jeunesse prenne la place qui est la sienne. Et voilà pourquoi on n'attendait pas que les choses viennent à nous, que les gens réfléchissent et pensent pour nous. On savait ce qu'on voulait et on essayait de faire en sorte que cela soit connu aussi bien par la population que par les autorités. Donc, il y a eu un moment donné où on a pensé qu'on avait
des ambitions outre que les études, mais on leur faisait toujours savoir que après les études, c'est la vie active. Donc, il n'y a aucune raison qu'on soit cantonné dans les études sans se poser des questions sur l'avenir. C'est ce qui justifiait notre engagement. Et je pense que, comme vous avez si bien dit, c'est à l'époque où on a obtenu beaucoup de petits progrès et dont la génération actuelle continue à jouir. On salue cet engagement et on vous en remercie. Est-ce qu'à l'époque, il y a eu des personnes ou des professeurs ou même des expériences en fait qui vous ont particulièrement marqué ou inspiré? Vous l'avez évoqué, hein, mais est-ce que vous connaissez des personnes? Vous avez cité un de vos amis qui était à vos côtés. Est-ce que parmi ces personnes, il y a eu des professeurs aussi qui vous ont marqué ou inspiré à cette période? Oui, je pense que je vais citer un seul parce que très sincèrement, il répond à tout ce qu'on pouvait rêver à l'époque. Euh, il s'appelait Mali Oulare, c'était notre chef de département de sociologie. Mali Oulare était vraiment un cadre sévronné, euh, un patriote qui nous a suffisamment encadrés, qui nous a permis d'une part de connaître le pays, notre pays, parce qu'il disait toujours que la meilleure façon de servir son pays, c'est de le connaître d'abord. Mais le connaître dans ses fondements, dans ses réalités. Il nous disait toujours que la Guinée, ce n'est pas Conakry, et Conakry, ce n'est pas non plus la Guinée. Ça, c'est resté à moi. Il rappelait aussi qu'il a eu toutes les opportunités parce que quand on est chef de département de sociologie à l'université de Conakry, c'est quand même quelque chose. Il a eu beaucoup d'opportunités. Il a même fait partie de la commission mise en place pour élaborer la toute première constitution du CMRN. On lui a proposé beaucoup de postes, mais il nous faisait toujours savoir dans les amphithéâtres que lui, il n'est pas du genre à gérer la pauvreté. Il avait été nommé secrétaire général, quelque chose comme ça, chargé des collectivités décentralisées de, si je me rappelle bien, de Farana, où il est originaire. Mais il avait décliné l'offre. Il dit, je me sens bien avec vous, je me sens parce que vous représentez l'avenir. Si je vais à Farana, c'est pour gérer la pauvreté. Et quand il gère la pauvreté, les mêmes qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, c'est les mêmes qui te dilapident. Alors, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et c'est pour moi, il reste une référence dans mon engagement personnel. Nous rendons hommage à Boulari, à ses professeurs, toutes ces personnes qui nous ont inspirés et qui continuent aujourd'hui de marquer l'histoire de l'éducation en Guinée. Et vous l'avez dit, hein, Conakry, ce n'est pas la Guinée, ce n'est pas que Conakry. Donc, il est important de connaître la Guinée au-delà de Conakry, au-delà de Kaloum. Et merci à toutes ces personnes, tous ces professeurs en fait qui se battent au quotidien pour améliorer le système éducatif en Guinée. Et, j'ai une question aussi toujours ce parcours. Vous l'avez dit, hein, vous étiez très engagé dans le milieu universitaire. Est-ce que vous étiez impliqué dans des associations ou des projets ou des activités sociales juste avant de partir en fait? Là, on parle de votre parcours universitaire. Quand vous étiez étudiant, est-ce que vous étiez dans des associations qui étaient structurées, reconnues, ou dans des projets qui contribuaient à améliorer les conditions de vie de manière générale en Guinée? Juste profiter pour dire que moi, je donnais peut-être mon exemple. J'ai commencé l'engagement associatif quand j'étais au lycée. Et même quand j'étais au collège, avec mes amis, on avait un groupe ou une certaine structure qui nous permettait d'organiser des événements culturels et sportifs, même si à l'époque, on ne mesurait pas l'importance en fait de tout ce qui est engagement associatif, mais on arrivait quand même à s'organiser. Et c'est des petites choses en fait qui nous ont permis, qui m'ont permis de développer pas mal de compétences. Et j'aimerais aussi avoir votre expérience là-dessus en étant tout jeune. Très tôt, oui, effectivement, je dirais que notre groupe, notre promotion, nous étions des militants dans l'âme.
Vie associative, oui, à l'université, il y a eu l'émergence de beaucoup d'associations, beaucoup d'initiatives qui visaient justement d'abord à animer le campus universitaire. C'est ainsi que mon ami, collègue Tidjane Souma a créé l'UNIPROS avec un certain nombre d'amis qui avaient l'objectif justement de recréer les étudiants, d'organiser des spectacles, d'animer le campus. Et au-delà de ça, personnellement, j'étais plus engagé sur le plan politique avec les partis politiques naissants, les mouvements politiques naissants. Je me rappelle toujours que c'est nous qui étions là à distribuer les tracts, par exemple, du RPG. À l'époque, Alpha Condé était une référence dans le milieu universitaire, il faisait rêver encore. Et puis, par la suite, il y a eu les Baouri avec l'IFD qui venait d'être créé, donc lui aussi universitaire de formation. Il avait presque quasiment élu domicile à l'université de Conakry. Donc il a beaucoup structuré un peu nos réflexions. Il a aidé à nous motiver davantage et à s'engager beaucoup plus sur la vie politique, étant entendu, comme on dit, que c'est l'avenir, mais c'est aussi le présent. Et là, on vivait un grand virage parce qu'on passait de la révolution au libéralisme. Parce que le CMRN, quand ils ont pris le pouvoir, ça ne s'est pas opéré tout de suite. Et je pense que cet engagement est resté jusqu'à présent. C'est à l'université qu'on a été piqué par ce virus justement de vie associative et depuis lors on n'a pas lâché. Et je reste d'ailleurs reconnaissant à tous ces mentors qui nous ont aidés justement à comprendre la nécessité de s'impliquer à la vie sociopolitique de notre pays. Votre parcours scolaire et universitaire, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel avant et après votre départ du pays? Disons que ça a été la continuité. Moi, quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai eu l'opportunité d'intégrer la fonction publique. J'ai également eu l'opportunité d'intégrer l'armée. Et certains de nos amis de promotion y sont allés. Mais personnellement, je me disais que je n'avais pas l'occasion de travailler pour l'administration publique parce que tout ce que vous voyez ne m'inspirait pas trop. Je ne m'y sentais pas parce que moi, je n'aime pas tout ce qui est gouvernance verticale avec des directives, avec un chef qui a un droit de vie et de mort. Pour moi, la fonction publique ne semblait pas être l'endroit idéal pour commencer. Et du coup, comme le pays venait de s'ouvrir, les organisations non gouvernementales commençaient à émerger et à prendre forme. Donc, je me dis, pour moi, c'est l'endroit idéal. Et donc, j'ai très rapidement intégré les organisations non gouvernementales. J'ai travaillé beaucoup pour des ONG nationales et étrangères. Et j'ai eu l'opportunité à travers ces ONG de participer à la mise en œuvre de beaucoup de programmes parce qu'à l'époque, la priorité, c'était la mise en œuvre de programmes de décentralisation, la mise en œuvre de la politique de décentralisation en Guinée. Et j'ai fait partie des tout premiers, avec un certain nombre de cadres, à former les tout premiers élus des communes pilotes de la Guinée. Ces communes pilotes, il y en avait 4, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait Farana. Et j'étais au niveau, je travaillais pour la société civile, j'ai travaillé pour les ONG, les organisations non gouvernementales, mais on mettait en œuvre des programmes du gouvernement à travers les programmes sectoriels des ministères. J'étais tout le temps en relation avec, par exemple, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, on appelait ça comme ça à l'époque.
Je rectifie, la quatrième commune au lieu de Farana, c'était Kindia. Et donc, j'étais à cheval entre l'administration publique et les organisations non gouvernementales. Un pied par-ci, un pied par-là, mais du point de vue de management, de gestion, de, 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 de des responsabilités, je ne relevais pas de l'administration publique, mais on collaborait étroitement, ce qui fait que j'ai à la fois l'expérience des programmes, de la mise en œuvre des projets essentiellement publics de l'État, mais j'ai également l'expérience de tout ce qui est mouvement social, de tout ce qui est organisation sociale, de tout ce qui est organisation paysanne particulièrement parce que j'ai aussi également travaillé dans beaucoup de programmes de citoyenneté, de bonne gouvernance et de démocratie locale. Donc tout ce qui concerne la gouvernance locale en relation avec le droit, le devoir des citoyens, et ça, c'était des programmes, quoique sensibles, mais qui avaient tout son sens à l'époque, parce que nous sortions d'une dictature où pratiquement l'État était là pour réfléchir et agir pour les citoyens. Et nous, très rapidement, on a saisi l'opportunité des autorités de l'époque pour pouvoir un peu, entre guillemets, ouvrir l'esprit des citoyens pour qu'ils s'approprient de l'État, pour qu'ils comprennent que l'État, on ne peut pas dissocier l'État du citoyen. Et en termes, le droit suppose le devoir et que le citoyen doit être imprégné de ses droits dans l'accomplissement de ses devoirs. Et donc, j'ai beaucoup plus travaillé dans ces domaines-là sur des programmes financés à la fois par l'Agence française de développement et également à travers USAID, qui était l'agence américaine de développement, qui avait beaucoup de volets qui traitent sur la démocratie et la bonne gouvernance. Vous avez un parcours très pertinent, très inspirant. Je vais revenir sur deux éléments qui m'interpellent et je voulais avoir votre avis là-dessus. Avec un peu de recul, vous nous avez parlé de ces politiques de décentralisation. Comment est-ce que vous voyez les politiques ou les processus de décentralisation en Guinée, sachant que voilà, on parle souvent de développement local, de développement d'aide publique au développement des projets qui sont financés par les bailleurs ou par les partenaires techniques et financiers, mais et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Guinée est une politique de décentralisation qui est effective et qui permet aux collectivités territoriales d'être autonomes et de saisir ces opportunités ou de faire face à tous ces programmes de développement qui sont parfois financés par des fonds. Deuxième élément, comment est-ce que vous voyez avec votre œil d'expert aujourd'hui l'actuelle politique d'aide publique au développement? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur ces des questions? Merci, c'est très intéressant. Nous, aujourd'hui, je peux dire que grâce justement à cette politique de décentralisation, les communautés ont compris la nécessité de s'impliquer activement en matière de développement de façon générale, mais surtout en matière de mise en œuvre de projets, programmes endogènes, de programmes locaux qui les profitent et pour lesquels ils peuvent s'approprier. Et je dirais que l'État est le premier promoteur d'une politique de décentralisation. La Guinée a adopté cette politique et a mis à contribution à la fois les bailleurs de fonds, mais également les ONG. À un moment donné, dans les années 90, je me rappelle bien, on disait que le pays tenait debout grâce à l'action des ONG. Mais nous, ça nous inquiétait un peu parce que l'État, c'est le premier responsable, c'est le garant. Il ne peut pas simplement avoir la politique sans l'accompagner.
Et cela a fait que jusqu'à un certain moment, on a dit l'État a essayé de promouvoir la décentralisation. Les collectivités locales, les populations sont appropriées et ont vraiment pris très au sérieux, très à cœur cette opportunité et ils en ont fait un véritable outil de développement, un véritable outil de progrès local. Mais quelque part, l'État s'est arrêté à mi-chemin. Pour avoir une politique, il faut en même temps avoir les moyens de sa politique. Donc, il fut un moment où il y a eu une rupture entre la dynamique locale et le soutien que l'État devrait apporter. Donc, on s'est retrouvé avec des élus locaux totalement démunis, plein d'initiatives, mais démunis. Deuxièmement, on s'est retrouvé aussi dans une situation où il y a un service décentralisé qui cohabitent avec des services déconcentrés. Oui. Les services décentralisés sont souvent les communes urbaines, les communes rurales, avec des élus locaux qui n'ont pas toujours toutes les compétences de leurs compétences. C'est comme ça qu'on appelait ça. Ils n'ont pas la compétence de leurs compétences. C'est-à-dire qu'au niveau des textes, on les attribue beaucoup de responsabilités, mais dont ils n'ont pas les compétences pour pouvoir les exécuter. Et les services déconcentrés de l'État, qui sont souvent les préfectures, les sous-préfectures, à travers les préfets et les sous-préfets, profitaient de cette situation pour les maintenir dans cet état-là afin de s'approprier de leurs compétences. Quand je dis de leurs compétences, c'est les compétences dévolues par la loi. Donc, c'est comme ça que vous verrez un préfet, ou je voulais dire un maire élu, aller prendre des ordres au niveau du préfet. Vous verrez un préfet venir dicter la conduite des affaires communales au maire élu. Et cela a créé un véritable goulot d'étranglement sur la dynamisation de la vie locale, sur le fonctionnement de la commune, sur l'autonomie que pouvaient avoir les communes en matière de budget, par exemple. Les préfectures asphyxier totalement les communes. Partout il y avait des sources de recettes. C'est la voix du préfet qui est prépondérante au détriment du maire, du conseil communal. Donc ça, je ne sais pas à la date d'aujourd'hui où c'en est, mais à l'époque, nous, en tant qu'ONG, on était là justement pour, d'une part, servir d'interface entre les élus locaux et les responsables de l'État, les démembrements de l'État jusqu'au niveau de la base, leur faire savoir que le développement local, l'initiative, la mise en œuvre incombe aux élus locaux et que les tutelles rapprochées que sont les services de l'État sont là pour soutenir, pour encourager, pour apporter les moyens, remonter les informations acquises des droits pour débloquer des situations. Il y avait des gens de bonne volonté, ça a marché pour certains, pour d'autres, c'était vu comme si on voulait créer un conflit entre les citoyens et l'État. C'est comme si l'autorité de l'État était mise à l'épreuve. On a eu beaucoup de problèmes avec certains préfets, on a eu beaucoup de problèmes avec certains sous-préfets dans la mise en œuvre justement paradoxalement, de la politique gouvernementale en matière de décentralisation, parce que nous, on voulait que les textes soient strictement appliqués, mais pour que les textes soient suffisamment appliqués, il fallait que les élus locaux soient formés, soient accompagnés et qu'ils s'affranchissent justement du tutorat des services de l'État. Je pense qu'il y a eu d'autres qui ont poursuivi cette dynamique et jusqu'à présent, on peut se réjouir de voir que, si je prends l'exemple de l'intérieur du pays, les populations à la base n'attendent plus l'État. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de projets
qui sont nés indépendamment de l'État, mais qui aident les citoyens, qui ont aidé les citoyens, qui continuent à aider les citoyens à améliorer leurs conditions d'existence. C'est notamment l'épicerie rurale, c'est l'addiction d'eau, c'est les activités génératrices de revenus à travers les GIE que beaucoup de communautés ont mis en place. Donc, une nouvelle dynamique qui pouvait encore être plus porteuse si l'État, qui est l'initiateur de cette politique de décentralisation, avait justement une ambition d'aller au bout de leur initiative. Mais à un moment donné, je pense que quelque part, la politique a pris le dessus sur le développement. Et la politique politicienne s'est installée jusqu'au niveau des districts. Pour moi, ça posait énormément de problèmes. Très bien. Je retiens qu'il y a des initiatives et il nous manque un cadre pour poursuivre ou pour mettre en œuvre ces initiatives. Et, c'est super intéressant de vous écouter ou de vous entendre sur ces questions qui aujourd'hui sont très importantes. Au niveau de la diaspora, on a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations qui s'intéressent à tout ce qui est développement communautaire, qui essaient de monter des projets pour contribuer à améliorer les conditions de vie de leur communauté. Et c'est super intéressant de vous entendre sur cette question. Par rapport à l'autre volet de la question, si vous avez fini, c'est Oui. la question de l'aide au développement des bailleurs de fonds. Alors, moi, j'ai dit que je pars toujours du principe, quelqu'un l'avait dit, qu'on ne développe pas une communauté, c'est la communauté qui se développe. Donc, notre ancien président aimait souvent dire que toute aide qui ne vous permet pas, qui ne va pas vous permettre de vous passer d'aide, est une aide à rejeter. Moi, je n'irai pas jusque-là pour dire c'est à rejeter, mais pour moi, l'aide au développement ne peut pas être la panacée. Ça peut être là comme une alternative pour soutenir des initiatives locales, pour apporter des ressources qu'on ne peut pas avoir sur place, mais qu'on n'inverse pas les choses. Et le plus souvent, quand nous, on était ONG, on travaille à l'intérieur avec des organisations paysannes, on avait l'impression que les bailleurs de fonds étaient ceux qui devraient déterminer les priorités des communautés. Alors, en fonction de leur perspective, en fonction des objectifs souvent inavoués qu'ils visent, à soutenir telle culture au détriment de telle culture, à soutenir telle initiative par rapport à telle autre initiative, et au final, c'est eux qui dictaient la conduite. Ils réfléchissaient, ils pensaient pour les paysans, parce que c'est comme si les paysans doivent être des bénéficiaires. Alors nous, on était souvent en conflit, en tout cas en discussion stratégique avec eux pour dire que, attention, les paysans, même si c'est vous qui financez, mais les paysans ne vont pas être réduits, cantonnés et en ces rôles ou de statut de bénéficiaires. Ils doivent être des acteurs. Donc, il faut que ça change. Ce n'est pas nous qui sommes les acteurs, nous sommes là pour accompagner. Ils doivent être à la fois bénéficiaires et acteurs de tout ce qui concerne leur développement. Deuxièmement, les gros projets, ce qu'on appelle CEVAL blanc, ça a très peu de pertinence parce qu'il n'y a pas d'appropriation. Et s'il n'y a pas d'appropriation, il n'y a pas de pérennisation. Et s'il n'y a pas de pérennisation, on ne peut pas parler de développement. Il y a eu beaucoup de projets, des grands projets qui ont eu des gros financements ou de 4x4 rutilantes, de tout ce que vous voulez, engins roulants et sont déployés. Quand vous examinez comment les choses se passent avec des expatriés, des experts nationaux, des consultants, des évaluateurs, quand vous voyez un peu le volume du financement par rapport à l'impact réel de la mise en œuvre de ces projets sur la vie réelle des populations,
vous verrez que, paradoxalement, ce sont les acteurs qui ont été les plus grands bénéficiaires. Quand je dis les acteurs, je vais dire les commanditaires, les bailleurs des fonds et les ONG intermédiaires qui ont été les plus grands gagnants. Il suffisait de voir, même nous qui partions sur le terrain, les perdièmes qu'on recevait. Donc tout ce qui était frais de fonctionnement des projets était plus important que le budget opérationnel. Et ça posait des problèmes. Nous, on avait par exemple un projet. C'était les CAOPA, Centres d'appui aux organisations paysannes qui venaient d'être installés avec Ok. l'appui de la Caisse française de développement. La Caisse française de développement nous finance un projet. Il nous intime l'ordre. Tout ce qui est engin roulant, c'est marque française. Même les papiers, les consommables qu'on utilisait, il y avait une privée, un Français de nationalité qui était installé en Guinée, qui avait ouvert une papeterie. Les anciens le savent, ça s'appelait papeterie centrale. Oui. Même les consommables, on devrait aller acheter là-bas. Si on n'avait pas les factures de la papeterie centrale, on ne pouvait pas justifier les dépenses. Alors que un paquet, en tout cas un type d'encre qui va coûter, par exemple, 10 francs guinéens, ou disons à l'époque c'était autour de 5 000 francs guinéens au marché de Madina, vous pouvez trouver le même type d'encre qui coûte 20 000, 15 000 à la papeterie centrale. Donc c'est quelque part un peu du... Voilà, c'est une sorte de mise en scène, c'est une politique qui ne permettait pas aux populations pour lesquelles tout le monde s'active, donne l'impression de prendre à cœur les problèmes, de sortir les gens de la misère, de la dépendance. Parce qu'un projet doit avoir pour vocation de sortir les gens de la dépendance. Oui. Si après 7 ans de mise en œuvre des projets, parce que nous, en tant qu'ONG, c'était notre combat, les années durée de vie du projet est de 3 ans. Après les 3 ans, il y avait aussi des agents de développement carriériste. On s'est préoccupé beaucoup plus de la suite du projet en termes de vie que d'impact. Et c'était un véritable problème. Donc, pour moi, la coopération au développement, on ne peut pas s'en passer, évidemment. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête. On ne peut pas s'en passer dans ce monde globalisé où il faut aller chercher les ressources là où elles existent. Mais une fois sur place, à travers les ONG, il faudrait que l'État puisse avoir une véritable politique pour que les bailleurs de fonds qui arrivent fassent la politique gouvernementale au lieu qu'ils imposent leur propre politique, leur propre vision de développement. Et la nature ayant horreur du vide, et l'État ne donne pas une direction à suivre, si au niveau local, il n'y a pas véritable appropriation, il n'y a pas d'initiative à travers les ONG nationales, les autres qui arrivent continueront toujours à dicter la conduite et très malheureusement, ce qu'ils dictent, on peut le mettre en œuvre aujourd'hui, mais quand ils partent demain, il n'y a plus rien. Deuxièmement, quand il s'agit de financement, c'est bien beau de recevoir des milliards de financements, mais dans ces financements, quelle est la part de l'État? Quelle est la part des populations bénéficiaires avant qu'on ne parle de la part des bailleurs de fonds? Mais malheureusement, c'est toujours comme ça. Quand les bailleurs de fonds financent, c'est plutôt l'État est à côté pour voir qu'est-ce qu'ils vont tirer là-dedans au lieu de voir qu'est-ce qu'ils apportent. Tout à fait. C'est malheureux ce que vous décrivez là. Et moi, je pense que, comme vous l'avez dit, hein, tous ces acteurs ou tous ces partenaires techniques ou même les politiques aujourd'hui qui sont bénéficiaires devraient normalement s'engager à créer des environnements. C'est-à-dire, au lieu qu'on nous donne du poisson ou qu'on nous apprenne à comment pêcher, pourquoi ne pas contribuer à créer des environnements qui permettront à ces populations ou à ces communautés d'apprendre comment pêcher et comment devenir actrices ou architectes de leur développement.
On a parlé de votre parcours que je salue et qui vous a permis de contribuer largement au développement en Guinée. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre première expérience à l'étranger? Si, une fois ici, sur place, vous savez, quand vous arrivez nouvellement dans un pays, surtout comme je ne suis pas allé au Sénégal, je ne suis pas allé au Niger, donc je suis parti de la Guinée, je suis arrivé en Suisse avec évidemment des prérequis, du potentiel, avec du vécu, avec de l'expérience, mais très malheureusement, je dirais que ce pas des expériences transférables. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Donc, ce sont des expériences qu'il faut actualiser. Ce sont des connaissances et des compétences qu'il faut actualiser. Et vous ne pouvez pas trouver un champ d'application, un terrain favorable pour actualiser ça. Les gens n'ont pas le temps. Ils ont besoin de gens opérationnels. C'est des pays où des gens opérationnels, il n'y a pas de hasard. Ils ne sortent que dans des institutions de formation. Et donc, je me suis retrouvé face à cette situation où des choses l'une, soit vous dites adieu à vos rêves et à vos ambitions, vous vous cantonnez à des choses simples, sachant que dans ces pays-là, même ce qu'on appelle les techniciens de surface, ou qu'on dit généralement ceux qui font du nettoyage et autres, il leur faut des certificats. Il n'y a pas d'improvisation. Il faut avoir, en tout cas, les compétences requises dans chaque domaine. Et donc, pour quelqu'un qui est sociologue de formation, tu viens ici, tu dis, je suis sociologue de formation, je suis universitaire, et tu restes, tu t'abrites derrière ça, ça ne parle pas ici. Je suis sociologue. La question est de savoir, tu es sociologue, oui. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quand tu te retrouves face à cela, et tu vas toi-même essayer de comprendre qu'il y a des préalables. Donc, avant de courir vers de l'emploi, chercher du travail, il faut plutôt essayer de mettre en avant ce que je pourrais appeler faire une sorte de mise à jour, la validation des diplômes d'abord, trouver des équivalents, sachant que quand on parle de l'université de Conakry par rapport à l'université de Genève, bon, je vous laisse imaginer ce que ça fait comme écart en termes du produit fini qu'on met sur le marché de l'emploi. Donc, à un moment donné, on a le choix. On arrive, si on est en quête du quotidien, on dit, bon, je vais faire un boulot alimentaire, donc tu oublies tes diplômes, puis tu reprends ta vie à zéro, comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Oui. Et ça sent que même dans ces domaines, tu vas être confronté à des situations, parce que partout où tu arrives, on va te demander le papier qui te permet de faire cette activité. Et donc, moi, personnellement, quand je suis arrivé là, heureusement, je me disais, je ne dois rien à personne, personne ne me doit, et ça ne me gêne absolument pas, même s'il faut tout reprendre à zéro, mais moi, je ne connais que l'odeur des papiers. Et donc, je ne me vois pas dans d'autres situations autres que de reprendre encore, s'il faut, les formations. Deuxièmement, ce que je dois noter, c'est que quand je suis arrivé, je pensais toujours que c'est des circonstances de la vie qui m'ont amené ici. Ce n'est que du provisoire. Ma seule ambition était de dire c'est une parenthèse de ma vie, mais je vais repartir au pays et que les choses s'arrangent, que les choses se normalisent et que je répare pour continuer ce que j'avais déjà commencé là sur place. Malheureusement, il y a encore, je parle des impondérables encore de nouveau, c'est-à-dire ce qui devait être provisoire devenait de plus en plus durable. Mais tu ne peux t'inscrire dans la durabilité qu'en ayant un soubassement. Donc j'ai dit, bon, écoute, il faut encore de nouveau te former. Et je me suis, dans cette perspective de rentrer au pays,
comme j'ai toujours du plaisir à travailler dans le domaine de la coopération au développement, dans la mise en œuvre de projets de développement communautaire, je me suis inscrit à l'Université de Genève, des études post-grade dans le domaine de la sociologie du développement, la mise en œuvre des politiques de coopération au développement, le développement décentralisé. J'ai terminé ça, c'était vraiment dans la perspective de rentrer, parce que l'institut, là, ça s'appelait UED, Institut universitaire d'études du développement. Je pense que beaucoup de cadres africains connaissent, pour ceux qui ont eu la chance de venir à Genève. Après, ça a été fusionné avec l'OACI, mais c'est toujours resté comme un département qui s'occupe de tout ce qui est coopération et développement, sociologie de développement, coopération décentralisée. Quand j'ai terminé ça, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'aller travailler pour des organisations non gouvernementales, des organisations humanitaires qui travaillent dans des pays qu'on qualifie ici de sous-développés ou en tout cas en voie de développement. Mais je me suis heurté aussi à une autre situation administrative parce que l'expatriation, quand vous venez ici, l'expatriation, ça dépend aussi de ton statut administratif. J'avais une situation administrative enviable en quelque sorte parce que aussitôt que je suis arrivé, je ne suis pas arrivé ici par effraction. J'avais l'accord des autorités suisses avant d'arriver ici. Donc aussitôt arrivé, j'ai un statut qui me permettait justement d'avoir très rapidement les papiers. Donc j'ai obtenu ce qu'on appelle les papiers. Mais quel papier? Pour celui qui connaît la Suisse, il y a tellement de typologies de papiers ici que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, moi, j'avais un permis annuel. C'est comme ça, c'est valable, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire pour un départ. Et mon statut aussi juridique m'interdisait d'aller vivre dans un autre pays plus de 6 mois. Donc, mon statut juridique a fait que j'ai perdu beaucoup d'opportunités parce que dans tous ces projets-là où je devais aller, il fallait faire une année au minimum. Donc là, d'une part, c'est par ces biais-là seulement que je pouvais rentabiliser mon diplôme, mais de l'autre, si je partais, c'était à mes risques et périls. Et donc là, de nouveau, je me suis retrouvé face à une situation très difficile. Et au final, j'ai quand même retrouvé une ONG ici qui faisait le pont entre l'Occident et l'Afrique en termes de coopération au développement. Cette ONG était là pour mobiliser des financements, mobiliser des ressources et trouver des partenaires en Afrique. Ils n'étaient pas directement dans la mise en œuvre, mais ils étaient dans l'appui financier et technique à travers des ONG locales. Donc, j'ai beaucoup plus au début travaillé avec cette ONG qui a vu un peu mon profil, c'est-à-dire je connais la situation d'ailleurs, je connais aussi la situation d'ici. Donc, ils recevaient des projets qu'on leur soumettait pour financement, mais ils n'avaient pas l'expertise sociologique pour comprendre certains détails, pour savoir est-ce qu'un projet est sociologiquement fiable ou pas et pertinent pour être financé ou pas. Donc, moi, j'avais ce l'œil en quelque sorte pour pouvoir étudier ces projets, faire des observations et que ces observations soient partagées entre l'ONG qui soutient financièrement et techniquement par rapport à l'ONG qui est au Niger, qui est au Mali, qui est au Nicaragua, qui est au Panama, ainsi de suite, pour être financée parce que c'est une ONG qui travaille aussi bien pour l'Afrique subsaharienne que pour certains pays sud-américains. Donc j'ai travaillé là, mais pendant quelques années, ça m'a permis vraiment de renouer un peu avec ma passion, avec parcours au pays. Et ça m'a permis aussi
d'intégrer tout ce qui est mouvement social ici, parce que toutes ces ONG en Suisse aussi étaient nées suite à un positionnement de la Confédération par rapport à tout ce qui est aide au développement. Il y avait un article qui stipulait que tel pourcentage, c'est dans la Constitution, doit aller dans la solidarité internationale. Donc, il fallait des acteurs pour la mise en œuvre de cet article et cette ONG était née pour assurer justement le pont, ça s'appelait d'ailleurs briquer le pont entre l'Occident et le reste du monde, entre guillemets. Après quoi, je suis resté là jusqu'à ce que finalement la famille s'agrandissant, l'appétit venant en mangeant, je me suis dit, moi, j'ai toujours voulu avoir des expériences diversifiées. Oui. Les ONG et les projets ont une durée de vie. À un moment donné, j'avais des volumes qui ne me permettaient pas de dire que je vais me contenter de ça. Ayant mon diplôme de sociologie, après avoir fait aussi des études à l'université ici, donc j'avais la certification, j'avais la légitimité, entre guillemets, d'avoir des prétentions autres que ça. Mais là également, il fallait des formations. Donc, en Guinée, j'avais quand même une expertise dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de l'andragogie. J'ai été pendant longtemps accompagnateur de ces organisations non gouvernementales qui faisaient des formations d'adultes en Guinée. Et Ok. donc, j'ai dit, j'ai rebondi sur ça. J'ai fait une formation dans le domaine de la pédagogie socio-éducative et cela m'a permis. Bon, j'ai quand même pris quelques années sabbatiques pour pouvoir faire ces formations. Même si j'avais un diplôme de sociologie, ça ne m'ouvrait pas de perspectives pour travailler dans le domaine social. Et Ok. donc, à travers cette formation, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des fondations ici qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement et de réinsertion sociale des personnes qu'on appelle en Afrique vulnérables, Ok. mais ici qu'on appelle des personnes qui ont besoin de l'aide. Et puis, et jusqu'à maintenant, donc, je travaille pour ces fondations en qualité justement de spécialiste des questions pédagogiques en matière d'accompagnement socio-éducatif. Comme on dit souvent, l'école forme la vie choisie. Tout fait pour évoluer dans le domaine sociopolitique. Mais jusque-là, je suis dans le domaine social, mais tout en gardant un pied dans ce que j'ai comme vocation à militer dans le domaine politique. Au niveau local ici, moi j'ai dit, quand je suis arrivé ici, j'ai dit la première des choses que je ne vais jamais me considérer comme étranger, je vais me considérer comme partie prenante. Chez toi, c'est là où tu vis. Et j'ai toujours eu cette façon de voir les choses. Je vis ici, même si c'est des jours, je me considère comme quelqu'un d'ici et je vais m'imprégner de la vie locale. Et la meilleure façon de s'imprégner de la vie locale, c'est d'intégrer la dynamique de la société à travers les associations. Et donc, j'ai fini par être membre d'un parti politique ici qu'on appelle le PLR, Parti libéral radical, et j'ai été pendant un certain nombre d'années membre du comité de ce parti et même candidat à une élection pour siéger au niveau du conseil général de la ville de Fribourg. Très intéressant. Je me dis, c'est un processus, ce qu'on appelle l'intégration, là peut-être on reviendra, mais pour moi, hein, c'est la meilleure façon, c'est un peu le couronnement de l'intégration quand tu deviens acteur de la vie locale. Tant que tu n'es pas impliqué, tu ne définis pas les ingrédients de la sauce avec laquelle tu vas être bouffé, c'est que tu n'es pas encore, tu ne peux pas te considérer comme acteur de la dynamique locale. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Très inspirant votre parcours. Et je reviens sur la validation des acquis de l'expérience. En France, il y a un dispositif qui permet
normalement d'obtenir un diplôme ou un titre professionnel ou un certificat de qualification sans suivre une formation. C'est un dispositif qui est très connu ici. Par contre, en fait, pour les personnes ou les nouveaux arrivants qui arrivent des pays comme la Guinée, c'est très difficile. Vous avez essayé de le faire, justement. La question de la validation des acquis de l'expérience est très importante, en tout cas, à souligner pour les personnes qui arrivent ici, qui ont un bagage intellectuel, qui ont de l'expérience, qui peuvent aussi contribuer au développement des sociétés, dans les sociétés d'accueil. En tout cas, ces validations sont très difficiles à obtenir. On est des gens ici, quand vous arrivez ici, moi j'ai toujours observé que ceux qui sont diplômés là, ils ont beaucoup plus de problèmes que les gens qui arrivent les mêmes vides qui n'ont aucun bagage. Pourquoi? Parce que eux qui arrivent, qui n'ont aucun bagage, ils sont conscients qu'ils ont tout à apprendre et qui, le plus souvent, ils s'en donnent les moyens. Et ceux qui arrivent ici avec des diplômes, ils s'abritent derrière ces diplômes. Ils ont le complexe de reprendre tout à zéro. Et le plus souvent, moi, j'ai vu des gens qui ont des doctorats, qui sont arrivés ici. Les choses l'une, soit ils ne font rien, strictement rien. Si tu parles avec eux, ils te disent, mais moi, j'ai mon doctorat, je ne peux pas faire ça, ça, ça. Ils se cachent derrière le titre ou le diplôme. Oui. Voilà. Ou bien, ils restent avec ces discours-là jusqu'à un moment, c'est que la réalité les rattrape, au moment où ils n'ont plus de marge de manœuvre. Et au final, on les voit comme nettoyeurs. C'est ce que je disais, moi aussi, quittant les Guinées, j'avais en tête que même si j'avais déjà en fait mon diplôme, j'avais déjà fini mon premier parcours, mais j'avais toujours en tête que j'avais des lacunes sur lesquelles en fait il fallait revenir. Et donc, je suis parti avec l'idée de combler les lacunes que j'avais. C'est important d'être conscient des limites qu'on a. Et comme vous l'avez dit, le plus souvent, on a le complexe de se remettre en question et de se dire qu'on a des lacunes, qu'on doit encore continuer à apprendre, même aujourd'hui. En fait, votre parcours, je pense que vous continuez, en fait, dès qu'on trouve une opportunité, même quand on a eu le parcours qu'on a, on est toujours dans une démarche ou dans une perspective d'apprendre tous les jours, de se former, et ça s'arrête jamais. La question que je voulais poser, c'est les difficultés particulières, mais vous les avez évoquées dans votre parcours. Et est-ce que vous pouvez revenir sur l'expérience la plus formatrice ou marquante que vous avez eue depuis votre arrivée? Et moi, par exemple, j'ai beaucoup apprécié l'organisation. J'aime apprendre. Et l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié ici, c'est l'organisation, la ponctualité, la discipline dans mes interactions sociales. Et aujourd'hui, je déteste être en retard ou ne pas tenir mes engagements. Et je pense qu'on a des idées reçues sur nous étrangers, surtout venant des pays d'Afrique, sur la question de la ponctualité. Mon expérience socio-culturelle aussi dans les pays d'accueil a été aussi très très marquante. Je voulais juste souligner ça avant de vous laisser partager une expérience marquante ou qui a été très formatrice dans votre parcours. Moi, ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé ici, c'est la culture du pragmatisme. Ouais. C'est la culture de l'honnêteté, c'est la culture de la responsabilité. Alors, la Suisse, c'est particulier un peu, parce que ici, c'est la culture de la confiance. Mais attention, il ne faut pas rester derrière ça et penser que tout est acquis, tu n'as pas quelqu'un sur ta tête. C'est une confiance responsabilisante, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire que moi, j'aime ce que j'ai connu en Guinée, c'est que chacun peut presque construire sa réputation sur l'échec de l'autre. Chacun veut s'épanouir, réussir, bâtir son avenir sur le cendre de son prochain, sur l'échec de son prochain. Et moi, je suis arrivé dans cette société où c'est tout le contraire, où les gens ne dissocient pas leur succès, leur réussite, à la réussite et au succès de leur environnement, de leurs collègues. C'est d'ailleurs ça qui explique leur propre succès, leur propre réussite, et c'est ça qui garantit cela.
Si vous êtes convaincu de ça, si vous avez quelque chose à faire, vous allez le faire de façon honnête, de façon responsable. Et deuxièmement, euh, vous verrez toujours la réussite des autres, le succès des autres comme une opportunité pour vous. Ça ne vous fera pas ombrage. Et là, c'est des choses que j'ai vraiment, vraiment appréciées dans ces pays-là. C'est un pays, on dit souvent qu'on n'aime pas les têtes qui dépassent. C'est pas un pays élitiste comme en France, où on dira que celui qui il est sorti de la Sorbonne, il est sorti de Sciences Po, il est pour devenir tel. Non. Ici, un fils de paysan qui n'a qu'un certificat fédéral de capacité, CFC, il peut gravir les échelons et arriver au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral, c'est le gouvernement du pays. Ça veut dire concrètement que la politique, c'est un cheminement. Pour prétendre jouer un rôle, il faut avoir de l'expertise, il faut avoir des choses à partager parce que un politicien ici, ce n'est pas de la théorie. Il faut avoir quelque chose à partager. Il faut avoir quelque chose que tu as en commun avec la collectivité, avec les citoyens pour lesquels tu es censé servir. Et donc, pour moi, ça a complètement déconstruit mon propre schéma, complètement déconstruit ma propre façon de voir les choses. C'est-à-dire que désormais, je suis ce Guinéen-là qui ne dissocie pas mes réussites à la réussite des autres, qui ne dissocie pas mes succès au succès des autres. Et deuxièmement, ce qui fait une personne, c'est son intégrité, mais c'est aussi sa responsabilité. Au lieu d'avoir, moi, souvent ici, on dit avec les frontaliers qui quittent la France pour venir ici, avec la culture de hiérarchie, de responsable. Ensuite, ça, il n'y en a pas beaucoup. Cette culture, elle n'est pas prédominante. Ici, si tu as un responsable, c'est juste une question d'organisation administrative. Mais tu n'as pas l'impression d'avoir l'épée de Damoclès sur ta tête avec un chef qui va tout le temps te contrôler, te demander des comptes de ceci. Tant que tu es opérationnel, tu présentes des résultats, on ne regarde pas ta tête, mais on voit les résultats. Mais attention, s'il n'y a pas de résultats, c'est pas parce que tu es familier ou tu es ami avec tel que tu vas sauver ta place ou tu vas avoir des avantages. Non, c'est le résultat. Donc cette culture des résultats, cette culture de confiance, ça m'a énormément marqué ici. Et ça continue en tout cas pour moi à influencer ma propre gouvernance. Ok. Super intéressant. Et je note la culture de l'intégrité, la culture de la responsabilité, la culture du résultat et cette modestie aussi. Et c'est super intéressant tout ça. Et vous avez parlé aussi de la déconstruction en fait. Quand vous êtes arrivé, vous avez accepté, vous avez appris à déconstruire un peu votre schéma et pour pouvoir voilà apprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant pour les personnes qui nous suivent, surtout pour les nouveaux arrivants ou les personnes qui sont là depuis très longtemps et qui ont du mal à s'intégrer et à faire face à tous ces défis de vie à l'étranger. La question de la déconstruction et pour pouvoir mieux s'adapter, mieux s'organiser, c'est super intéressant. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui souhaite faire carrière à l'étranger, quel serait-il? Je pense à quelqu'un qui est en Guinée ou en Afrique, qui souhaite venir en Suisse ou en tout cas pour faire carrière. Pourquoi pas quelqu'un qui est en Suisse ou en France, qui souhaite faire carrière à l'étranger? Je pense que quand on doit avoir une ambition, on ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas se limiter à l'ambition en tant que telle. On doit se dire, d'accord, j'ai telle ambition, est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? Donc, les deux doivent aller ensemble. Tous les jours, tu dois questionner mon rêve, mon ambition. Est-ce que je suis sur le chemin? Et si je suis sur le chemin, quelles sont les armes dont je dispose? Donc, pour moi, la meilleure façon n'est
Même au niveau là où on est né, pour avoir la certification, il faut faire valoir quelque chose. À plus forte raison, si tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays avec une autre culture sociale, politique et économique. Donc, pour moi, il faut avoir des prérequis. Il faut vraiment avoir des prérequis. Ça ne sert à rien de penser que c'est l'expatriation en soi qui règle tes problèmes. Tu vas être confronté à des problèmes plus aigus que ce que tu pouvais avoir sur place. C'est quelque peu genre, je dirais même ton biotope. Tout le monde connaît tout le monde, tu connais tout le monde, des affinités et tout. Quand vous allez à l'étranger, ces notions d'affinité ou autres là ont très peu de place. C'est qu'est-ce que tu es capable d'apporter. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir l'esprit de suffisance. On sera toujours déçu. On sera toujours déçu parce que c'est l'UNESCO qui disait ça. L'ignorant n'est pas celui qui n'a pas appris, mais c'est celui qui n'a pas appris à apprendre. Il faut tous les jours se dire que on a quelque chose à découvrir, on a quelque chose à apprendre. Et deuxièmement, comme on a dit tout à l'heure, quand on arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau contexte, c'est une nouvelle donne, il faut se remettre en cause. Se remettre en cause ne consiste pas à douter de son potentiel, de ce qu'on est capable de faire, mais c'est de dire que j'ai encore des chemins à faire, j'ai encore des choses à apprendre pour pouvoir aller vers les gens. Nous sommes dans un monde de compétition. Et qui dit compétition dit compétitivité. Et qui dit compétitivité dit compétence. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui les parents pauvres de la mondialisation, c'est l'Afrique. Parce que le marché, il est planétaire. Tu peux rester en Guinée, postuler pour un poste au Canada. Si tu as les compétences requises, tu es compétitif, mais évidemment, tu vas avoir la place. Mais celui qui ne vise pas l'excellence, celui qui ne cherche pas à améliorer ses connaissances et ses compétences, celui qui compte sur d'autres a priori pour pouvoir dire que je vais m'expatrier parce que j'ai fui la situation, par exemple, de son pays. Si tu es quelqu'un qui a déjà eu des problèmes dans ton propre pays, des problèmes d'intégration professionnelle, des problèmes d'emploi, des problèmes de chômage, des problèmes de niveau, et tu dis que la solution c'est d'aller te chercher ailleurs, il va bien falloir savoir que les problèmes que tu avais dans ton propre pays vont se multiplier par 10, par 20. Et si tu n'as pas été capable de faire bouger les choses dans ton propre pays, avec les connaissances et les compétences que tu as, c'est pas en allant te chercher ailleurs. Pour moi, c'est le seul conseil que j'ai à donner. C'est de viser l'excellence, l'expertise, la connaissance. Et après, on devient citoyen du monde. C'est un très bon conseil. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à vous intégrer, vous? On a parlé de votre parcours universitaire, on a parlé aussi de votre parcours professionnel, les rencontres que vous avez eues, aussi cette question peut-être d'engagement politique ou associatif. Avec un peu de recul ou en tout cas dans tout ce qu'on a eu, tout ce que vous avez vécu durant ce parcours, qu'est-ce qui vous a le plus aidé à vous intégrer? J'ai toujours dit à certains de mes compatriotes, vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. Et quand vous dites que vous fuyez quelque chose, vous venez dans votre pays de choix, vous ne pouvez pas reproduire la même chose dans ce pays-là et dire que vous êtes dans le changement. Deuxièmement, vous ne pouvez pas vivre en Occident, ce que je veux dire, avoir les pieds en Occident et la tête en Afrique. Ce n'est absolument pas possible. Quand on arrive là, je pense que la première des choses à faire d'abord, de se poser. C'est poser des questions. Je viens d'où? Parce qu'on dit souvent qu'on est égaré que lorsqu'on oublie d'où on vient.
il faut bien se remémorer d'où je viens, qu'est-ce que j'ai laissé comme problème. Là où je suis arrivé, qui suis-je par rapport à la situation? Qu'est-ce que j'ai trouvé comme réalité? Et comment je me positionne par rapport à ça? Après quoi, vous devez vous sentir vraiment concerné, vous devez vous sentir impliqué dans tout ce qui se fait autour de votre environnement. Si vous voulez reconstituer, dupliquer comme les choses fonctionnent chez nous ici et vivre, créer un monde dans un autre monde, je pense qu'on dit adieu à l'intégration. On dit souvent qu'on a peur de l'inconnu. On acquis souvent les Occidentaux de ne pas nous faciliter la tâche pour l'intégration. Mais c'est dans la nature humaine. On a toujours peur de l'inconnu. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les choses, il faut oser affronter les choses, il faut être capable d'écouter, mais il faut aussi être capable de donner. Il faut sans complexe dire qui on est, et le plus souvent, les gens sont souvent surpris de découvrir des choses extraordinaires, qu'on les aide eux-mêmes à déconstruire leur propre perception sur ce que c'est qu'un Africain, sur ce que c'est qu'un pays comme la Guinée. Ça les aide à déconstruire. Et à partir du moment où ils ont l'information, la bonne information, ils ont un interlocuteur en face, je peux vous parier, ils vous regardent différemment et ils vous ouvrent les portes. C'est parfait. Et pour l'intégration, il faut se remettre en question et accepter voilà, de s'ouvrir et d'apprendre la culture de. Avec encore un peu de recul, hein, que vous a appris cette expérience migratoire sur vous-même? Moi, je pense que ça m'a permis de me connaître véritablement. Deuxièmement, ça m'a permis de découvrir, quand on est confronté, les défis souvent, et c'est très positif parce que chaque fois que vous êtes amené à surmonter un problème, une situation, à relever un défi, c'est une autre facette de vous-même, une autre dimension de vous-même qui apparaît au grand jour. Donc pour moi, l'Occident, ça a été révélateur pour moi parce que ça m'a permis de me découvrir des choses que je pouvais penser impossibles en Afrique, que je ne pouvais pas le faire, ou que je peux penser que ça appartient à d'autres, pas à moi. Je suis parvenu à le faire sans problème. Donc, on dit connais-toi toi-même. Je ne sais pas c'est quel, c'est Kant ou c'est qui l'a dit, mais le préalable à tout, c'est de connaître sa propre personne, connaître ses limites, ses faiblesses, ses atouts, son potentiel. Et à partir de là, tu vois le monde autrement. Et ici, c'est même une exigence et une obligation parce que tu ne comptes sur rien, tu ne comptes que sur toi pour faire face aux défis qui t'assaillent tous les jours, surtout pour un nouvel arrivant. Tu es obligé de faire face aux choses. Et le fait de faire face à ces choses de façon responsable, ça t'amène à déplacer des montagnes. Et aussitôt que tu y arrives, tout est fait pour que tu te décourages et tu te dis, mais ça, c'est pas fait pour moi. Mais si tu sais que tu dois le faire et tu le fais, après, je vous assure que on ne peut pas décrire ça, comment on peut ressentir cela au niveau personnel. Pour moi, c'est très important. Ça m'a permis de me connaître et le fait de pouvoir se connaître soi-même, ça vous ouvre des perspectives incroyables parce que vous voyez les autres en face, c'est l'effet miroir. Tel que vous voyez, le plus souvent, c'est comme ça aussi que vous voyez les autres. Et tel que vous voyez les autres, le plus souvent, c'est de la même manière que les autres vous voient aussi. Pour moi, c'est très important ça. Oui, merci beaucoup. Amadou Ampateba disait un bon polar, si tu sais que si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Voilà. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne le sauras pas. Voilà, c'est très important. Ça, c'est extrêmement important. Mais il faut du réalisme, vous savez. Oui.
Il faut avoir le sens critique. Je pense que ce qu'on doit apprendre, c'est les Occidentaux, c'est le sens critique. Oui. Et On ne Monsieur plus, Sossol, selon vous, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les migrants guinéens aujourd'hui, en Europe notamment? Et vous vivez en Suisse depuis plusieurs années et vous suivez l'actualité aussi. Et selon voilà votre expérience et selon ce que vous voyez en tout cas dans votre entourage, et quelles sont les principales difficultés que rencontrent aujourd'hui les migrants qui arrivent en Europe? les difficultés, moi j'ai dit, la plus grande difficulté, c'est que quand les gens arrivent ici, ils arrivent avec un état d'esprit qu'ils veulent matérialiser ici, ce qui n'est pas souvent le cas. Parce que le plus souvent, quand on quitte pays, on arrive, aussitôt qu'on prend le départ, on pense qu'on a réglé tous ces problèmes et que par là, c'est l'Eldorado. Donc, c'est tout de suite la course à l'argent. Il faut avoir de l'argent, il faut à tout prix. Et deuxièmement, au-delà de ces besoins personnels, on s'attribue beaucoup de responsabilités. On est en Occident, on a nos familles en Afrique. C'est comme si on est fait pour sauver tout le monde. On est pris entre deux choses. La réalité d'ici et la réalité de là-bas. Comment se positionner par rapport à ça? Je pense qu'on souffre aussi, les migrants souffrent, il y a un véritable dégât d'image par le fait de certains comportements. En Suisse, on sait ce qu'ils font là-bas, ce qu'ils font et tout ça, les activités illicites et tout ce qu'on peut imaginer. Pourquoi? Parce que quand les gens arrivent, ils choisissent le chemin de la facilité. La facilité, l'argent facile, la vie facile, et avec une volonté souvent de montrer une fausse image de montrer une autre réalité que celle qu'ils vivent. Et ça, pour moi, c'est un véritable problème. Ce dégât d'image fait que les autorités ont des a priori sur je vais parler des Guinéens parce que je suis guinéen, ont des a priori sur les Guinéens. Dès que quelqu'un vient taper à la porte ici, on ne le reçoit pas souvent comme quelqu'un qui a besoin d'être aidé. On le reçoit comme quelqu'un qui est venu faire la merde ici. Et quand je dis merde, je m'excuse du terme, mais c'est ce qu'on utilise. Pour moi, ça, c'est un problème parce que c'est pas toujours tout le monde. C'est une petite minorité qui fait ça, mais dont les conséquences se répercutent sur la plupart de nos compatriotes ici. Et l'autre problème aussi, c'est au niveau intégration. Pourquoi j'ai dit niveau intégration? Parce qu'on intègre par l'acquisition de la langue, on intègre par la formation, on intègre par un emploi qui te met à l'abri d'être à la charge de la collectivité. Et ici, je suis dans un pays où la dépendance à l'aide sociale est considérée comme un crime. C'est-à-dire qu'un étranger qui vient, qui dépend ici de l'aide sociale, à terme, il est considéré, s'il y a abus, il est considéré comme un criminel. Donc, si c'est type d'être expulsé du pays. Quand les gens arrivent, ils ne réalisent pas cela. Ils restent dans cette économie souterraine informelle-là, et tant que ce n'est pas identifié, ton revenu n'est pas identifié, les services de l'État sont obligés de t'assister. Et là, ça pose un véritable problème. L'intégration, nos compatriotes qui arrivent, ils ne privilégient pas la formation qui va les ouvrir les portes de l'emploi. Et cet emploi va leur permettre d'être à l'abri de l'assistance de la collectivité et ce qui leur permet d'avoir un statut, une responsabilité et surtout du respect de la part des autorités parce que les politiques ici, les citoyens, tout le monde, hein, tu n'es perçu qu'à travers ce que tu peux apporter à la solidarité nationale. Si tu payes l'impôt, tu es considéré comme quelqu'un qui participe à la solidarité nationale. Mais qui paye l'impôt, c'est celui qui travaille. Si tu ne travailles pas,
c'est l'impôt des autres. On utilise l'impôt des autres pour t'assister. Donc, ça, c'est un véritable problème. Moi, tous les jeunes qui arrivent ici, j'ai toujours dit la place d'un jeune, c'est à l'école, c'est sur les bancs. Il ne faut pas être complexé. Quand moi, je suis arrivé ici, j'ai quitté Fribourg pour Genève. Ça fait à peu près 1h20 de train. Les jeunes que j'ai rencontrés là, il y en a d'autres qui s'est moqué pour dire, mais la Suisse a déjà des intellectuels, qu'est-ce que vous allez encore faire, formation, ils n'ont pas, non, non, et tout. Finalement, c'est les mêmes. Quand il s'agit de faire un petit CV, ils vont courir à le taper à ta porte pour dire, ah frère, est-ce que tu peux nous aider à faire ça? S'ils sont convoqués au service de l'immigration, c'est les mêmes qui courent pour venir dire, ah, j'ai besoin de faire telle lettre, est-ce que vous pouvez? Mais voyez, tu ne peux pas les renvoyer pour dire, ben, voyez alors pourquoi nous on fait ça, pourquoi nous on fait ça. Ils ne réalisent pas. Donc, moi, j'ai dit, ces dégâts d'image, pour moi, c'est le vrai problème. Il suffit qu'on dise, je suis guinéen, même les autorités, ils ont un autre regard sur toi, jusqu'à ce que toi-même, tu prouves que, justement, tu n'es pas cette personne dont on pense que... Il suffit, avant, moi, une fois, je suis allé au niveau du service de l'immigration ici, je devais renouveler mon permis. Le monsieur m'a demandé, vous habitez le canton? J'ai dit oui, j'habite là, mais j'ai fait ma formation à Genève. Il dit quoi, formation à Genève? Est-ce que vous êtes vraiment guinéen? J'ai dit, mais Il était surpris j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez de dire? voir un Guinéen qui fait toute une Voilà, phrase. justement. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il me dit, non, 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 voilà, je sais seulement que, voilà, tes compatriotes, c'est pas leur préoccupation ici. Je dis non, mais voilà, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, c'est certainement une minorité qui n'a pas cette préoccupation. Moi, je ne suis pas seul, j'en connais d'autres qui font comme moi. Donc, vous devez les connaître. Si ce n'est pas une course de vitesse, c'est tout ce que je peux dire à nos compatriotes qui arrivent ici. Quand tu arrives là, je ne parlerai pas pour tous les pays, mais l'Occident reste l'Occident. C'est du pareil au même. Quand vous arrivez, n'engagez pas une course de vitesse. C'est une course de fond où tous les jours, tu mets une brique. Si il y a un édifice à construire, après, tu vas te réveiller et trouver que tu es dans ton château. Mais si tu engages une course de vitesse, je pense que tu vas construire un château de cartes. J'ai trouvé ici beaucoup de compatriotes que j'ai trouvés ici. Aujourd'hui, si je prends ma voiture, je vais en ville, je ne rencontre personne. Tous ceux-ci, ils ne sont pas parvenus à avoir une adresse ici. Alors, quand j'arrivais, c'est eux c'est comme si, voilà, j'étais la référence. Simplement parce que c'était une sorte de château de cartes qu'ils avaient construit. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Selon vous, parce qu'on a parlé de l'intégration, il y a aussi cette question sur la connexion avec la Guinée. Je l'ai abordé d'ailleurs en fait dans mon livre, je crois que c'est dans l'avant-dernier chapitre où j'ai parlé de la connexion que la diaspora ou les Guinéens ont avec la Guinée, le pays d'origine. Et selon vous, quel rôle brièvement la diaspora peut-elle jouer dans le développement de la Guinée ou du continent africain en général? Je pense que la diaspora joue déjà un grand rôle. Quand on voit à tous les niveaux, il y a par exemple l'expertise technique, toutes ces expériences, toutes ces connaissances que nous avons réussi à améliorer, à parfaire, à renforcer ici, ça peut profiter à nos pays. Il ne s'agit pas simplement de dire tant que je ne rentre pas au pays, je ne peux pas apporter quelque chose dans ces domaines. Tu peux, par exemple, soutenir des organisations, des associations. Tu peux aller sur place, aider des structures à se mettre en place et à fonctionner. Et deuxièmement, je pense que peut-être que vous le savez mieux que moi parce que vous avez déjà traité la question de l'immigration dans ses différents aspects. Mais sur le plan économique, toutes les études s'accordent à démontrer le rôle de, 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 de la diaspora
sur la vie économique de leur pays de départ. Tout cet argent, tout cet afflux financier que nous, malheureusement, il n'y a pas de politique réelle, aussi bien au niveau de la famille ou de la personne qui mensuellement ramène des ressources là-bas, qu'au niveau gouvernemental. Nous sommes, moi je dis souvent, on est comme un peu de vassalés. On, est, on, on fait le pompier, en fait. On fait le pompier. L'argent n'est pas judicieusement utilisé parce qu'il n'y a pas de politique au niveau gouvernemental et nos familles aussi font une sorte, continuent à rester dans la subsistance. Si je reçois aujourd'hui 100 euros, je réfléchis sur le comment demander des 100 euros pour multiplier mes dépenses. C'est pas pour dire comment je vais m'affranchir de cette aide, pour essayer de promouvoir quelque chose qui ferait que même si je ne reçois pas cette aide-là, je vais continuer désormais à assurer mon quotidien. Donc, je pense que la diaspora doit un peu changer de logiciel. Il ne s'agit pas de ne pas renvoyer des ressources en Afrique, dans nos pays, dans nos familles respectives, mais il faudrait que nous, on les aide parce que nous savons, on est conscient que on ne cueille pas l'argent ici. Ce n'est pas l'Eldorado. On obtient de cet argent-là à la sueur de notre front. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Deuxièmement, ici, on a de la chance de voir, de côtoyer des gens qui ont une culture d'argent, qui ont la culture de l'utilisation de l'argent. L'argent, c'est pour régler des problèmes. Ce n'est pas une fin en soi. Et donc, on aide nos familles aussi bien à avoir l'argent, mais aussi on les aide à savoir rationnellement utiliser cet argent. Envoyer de l'argent juste pour des trucs de folklore, des cérémonies, des jouissances, on dit souvent la satisfaction d'un besoin crée un autre besoin. Si moi j'ai des gens, j'avais un jeune ici qui m'a dit, écoute, je suis en conflit avec ma mère parce que elle avait une cérémonie de baptême. Elle m'a demandé un complet. Je l'ai envoyé, je me suis arraché les CV pour l'envoyer cet argent et c'est acheté le complet. Mais 2 jours après, elle m'a dit qu'elle doit aller à une cérémonie de mariage où elle est marraine et elle ne voudrait pas porter le même complet. C'est encore 2 complets, le complet qu'elle va porter à l'arrivée et le boubou qu'elle va mettre quand la cérémonie va être lancée et qu'il n'est pas entré en matière et sa maman s'est fâchée. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours le mythe de l'Occident. Quand on dit mon fils est en Europe, lui, il commence à se donner une envergure, un statut que même son propre fils qui est en Europe n'a pas. Ça met la pression. Voilà pourquoi je comprends certains jeunes, quand ils arrivent ici parfois, ils ne sont pas psychologiquement très solides, ils se laissent embarquer dans cette frénésie-là et ils cherchent la vie facile et l'argent facile. Et nos parents ne s'interrogent pas parce que pour eux, l'Occident, c'est l'Eldorado. Mais toi, tu es conscient que ce n'est pas l'Eldorado. Donc, aider un peu. Et pousser à un niveau supérieur, je pense qu'il y a dans tous les pays l'initiative gouvernementale, le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, qu'à travers cela, qu'on essaye de faire en sorte que ce Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, là, ne soit pas un outil politique pour la politique politicienne, que les gouvernants puissent avoir la même mise sur la diaspora qui est considérée comme toujours rebelle ou en tout cas réfractaire de certaines choses qui se font en Guinée, mais que ces personnes-là qui sont investies de la confiance de nos compatriotes ici puissent dire à qui des droits ce qu'on attend de l'État, du gouvernement, pour qu'une politique, une véritable politique, qu'il y ait un pont. Je rappelle que la diaspora guinéenne, ça pouvait être considéré comme la 5e région de la Guinée, vu son importance, aussi bien en termes de chiffres,
qu'en termes d'impact économique. Donc, c'est du gâchis quand je vois tous ces millions qui arrivent en Guinée, que ça ne sert pas souvent à grand-chose. Et deuxièmement, que la diaspora ne soit réduite qu'à être taxée des opposants irréductibles, des gens qui incitent les gens à la désobéissance civile ici et là. Il y a de la matière. Je pense qu'il y a aussi des compétences au lieu souvent de recourir à de l'expertise étrangère avec ce que j'appelais souvent ces expatriés-là qui arrivent. On a des experts dans beaucoup de domaines qui pouvaient être utiles s'il y avait vraiment un environnement politique favorable. Il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens rentrent définitivement, mais pour certaines choses, on pouvait faire appel à l'expertise guinéenne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est vrai, actuellement, il y a beaucoup de décrets, on prend beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, mais c'est pour aller faire la politique politicienne, en fait. On ne prend pas les vrais techniciens pour les mettre dans des services où ils peuvent véritablement changer le système de l'intérieur. On ne veut pas changer le système et du coup, on prend simplement des gens animés la politique politicienne que de véritablement mettre leurs compétences, leurs connaissances au service du pays. Et c'est super intéressant tout ça. Et comme vous l'avez dit, hein, au-delà du transfert de fonds que la diaspora fait très souvent, régulièrement d'ailleurs, et il est important de souligner ça. Il faut que la diaspora ou les membres de la diaspora s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est transfert de compétences. Et c'est avec les compétences en tout cas qu'on peut arriver à créer des environnements permettant aux populations qui sont sur place de saisir les opportunités et de créer leur propre développement. Qui sont envoyés, les transferts de fonds qui sont faits et aident beaucoup. Mais comme vous l'avez dit, en fait, c'est des fonds qui échappent au circuit financier, puisqu'il n'y a pas de bonne politique d'accompagnement de ces fonds. Il n'y a pas d'appui réel en fait, de ces transferts, ce qui fait voilà, tout passe par l'informel. Et comme vous l'avez dit, en fait, c'est des fonds qui sont très souvent destinés à des besoins qui sont très primaires, des besoins primaires Oui, qui créent d'autres besoin. besoins, ce qui fait que justement les Ça personnes devient un restent cercle dans un vicieux. esprit de dépendance qui alimente voilà d'autres besoins et on reste dans ce circuit, dans ce cercle vicieux. Tout à fait. Et pour finir, on arrive à la fin de ce 31 qui est très inspirant, très intéressant. Et qu'aimeriez-vous que votre parcours inspire aux jeunes ou aux migrants qui nous écoutent aujourd'hui? Et est-ce que vous avez quelque chose à résumer pour que les personnes qui nous écoutent puissent s'inspirer ou qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de tout ce que vous nous avez partagé? Je pense que c'est ce qui est très important très tôt. Et il y en a qui ont eu cette chance-là. C'est très tôt de savoir qu'est-ce qu'on veut. Pour moi, c'est un préalable indispensable. L'important n'est pas de dire est-ce que j'ai obtenu ce que je vais obtenir ce que je veux, mais est-ce que je sais ce que je veux. Ça te met dans une perspective où tu définis des étapes. Aller, venir et quitter son pays, aller dans un autre pays, c'est comme aller à la guerre. Je pense qu'à la guerre, c'est pas le fait d'avoir seulement un physique qui vous protège. Il faut avoir une stratégie. Et je pense que dans mon parcours personnel, je ne prétends pas servir de modèle ou d'exemple dans l'absolu, mais j'ai la fierté de savoir que j'ai réussi à me faire une place dans une société que je pourrais qualifier d'hostile à la base. Pour un Africain dans un pays comme celui-là, on a évidemment beaucoup d'Africains. Mais c'est quoi concrètement la situation quand vous rentrez dans les détails?
Et quand on sait ce qu'on veut, on finit toujours par y arriver. Et donc, le conseil que je pourrais donner, je pense que je l'avais déjà fait tout à l'heure, c'est de dire que on doit toujours se mettre dans une perspective d'apprentissage. La vie, c'est une histoire d'apprentissage permanent et Très que bien. rien ne doit nous distraire par rapport à cela. Et au final, c'est pas, comme on dit souvent, c'est pas le débit qui compte, c'est la finalité. Et je souhaite que les gens s'inscrivent dans cette dynamique pour que cette finalité soit heureuse. J'ai connu beaucoup d'exemples, d'expériences qui finissent pas de façon enviable. Et je ne souhaite pas ça pour mes compatriotes qui vont nouvellement arriver ici. Être dans une perspective d'apprentissage. Et c'est super intéressant. Dernière question ou avant-dernière question, avez-vous un projet, une initiative ou un rêve que vous souhaitez partager avec nous, avec les auditeurs? Un projet ici en Europe, en Suisse ou pour la Guinée, je sais pas. Écoutez, moi, de- depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent savent un peu ma fibre patriotique. C'est vrai, la citoyenneté helvétique, mais quand je vois l'horizon vert, ça me renvoie à la compréhension que on n'a qu'une seule patrie, en fait. L'émotion que ça me procure, ça suscite en moi, c'est plus profond. En même temps, je vis dans un pays qui a vraiment du potentiel, qui a des pratiques démocratiques exemplaires. C'est le pays où on vote le plus. Le citoyen est partie prenante de tout ce qui est décision dans le pays. Chaque citoyen se considère comme partie prenante de ce qui s'est fait. Et comme j'ai dit, c'est un pays où on n'aime pas les têtes qui dépassent. Et ce n'est pas une gouvernance verticale, mais c'est une gouvernance horizontale avec une démocratie directe. Un citoyen peut avoir l'initiative d'un projet de loi, il recueille des signatures, si ça fait le quota demandé, ça fait l'objet de votations et ça devient force de loi. C'est extrêmement important. Et donc, moi, mon rêve, c'est pas pour moi personnellement, mais je fais partie aussi de ça. Mon rêve, c'est de voir la Guinée gouvernée par des dirigeants légitimes, des gouvernants qui ont le sens de la redevabilité, qui servent les citoyens, qui ne se servent pas des citoyens. Je rêve une Guinée démocratique avec une gouvernance vertueuse. Et c'est comme on dit souvent, quand on veut, on peut. On n'est pas les plus intelligents du monde. Aujourd'hui, la démocratie est incontournable. La démocratie a fait ses preuves. Comme on dit, vouloir c'est pouvoir. Il ne s'agit pas de copier-coller. Quand on dit démocratie, je pense que chacun peut avoir sa propre définition. Mais ce qui reste évident, c'est que la démocratie, c'est la responsabilité, c'est le partage, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est là où le citoyen se considère comme une partie de l'État. Il ne se dissocie pas de l'État, comme c'est le cas chez nous. Il suffit d'être au sommet de l'État pour penser qu'il a un droit de vie et de mort sur les citoyens qui constituent l'État qu'il préside. Donc cette façon de voir et de percevoir la démocratie, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. J'aimerais que cet état d'esprit gagne mon pays et que les gens comprennent que tout le monde a à gagner dans une société démocratique. Tout le monde a à gagner. Et c'est la victoire de tout le monde qui fait une victoire. Tant qu'il y a un Guinéen qui échoue, tant qu'il y a un Guinéen qui n'est pas libre, qui ne se sent pas libre, personne ne doit se satisfaire de cette situation. Et mon rêve aujourd'hui, j'insiste là-dessus, mon seul rêve, voilà pourquoi je suis dans l'activisme, évidemment. J'ai été
Jusqu'à présent, d'ailleurs, je le suis. Je suis le coordinateur de l'antenne suisse du FNDC. Tout ça, pas parce que j'ai une ambition personnelle, mais tout simplement parce que j'ai à cœur ce qui se passe, ça me rapproche de la situation de mon pays, ça me met au cœur de tous les débats, de tous les échanges. Nous, on ne fait pas de l'activisme destructeur. On veut construire. On veut que les choses changent. Chaque dénonciation sous-entend une proposition. Parce que si moi je dénonce une malgouvernance, on peut rapidement deviner ce que je souhaite, c'est la bonne gouvernance. Il suffit de discuter avec moi pour que je dise qu'est-ce que j'entends par bonne gouvernance. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, c'est de critiquer pour proposer. C'est de dire aussi que quand c'est l'intérêt collectif, quand c'est l'intérêt général qui est recherché, tout le monde est gagnant. Mais cette façon de faire, s'il y a un vainqueur, celui qui gagne, il gagne tout, celui qui perd, il perd tout, on ne peut absolument pas avancer avec cet esprit-là. Et il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a que par la démocratie. Donc, c'est actuellement, c'est depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, sur les bancs de l'université, que ces rêves, ils m'animent. J'ai eu beaucoup d'opportunités voilà, comme pas mal d'autres compatriotes, de bénéficier de tel ou tel pour rentrer au pays. Mais pour moi, le cadre, il est extrêmement important. Le cadre. Et je ne veux pas rentrer en Guinée pour me servir des Guinéens. J'ai envie de rentrer en Guinée pour servir les Guinéens. Et cela nécessite un cadre, cela suppose un cadre. Sinon, et c'est ça qui arrive à beaucoup, vous allez avoir toutes les bonnes volontés. Une fois sur place, vous êtes happé par le système. Et c'est ça qui me retient ici. Sinon, j'ai eu l'opportunité de travailler pour mon pays, j'en suis fier. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apporter si le cadre est favorable. Comme beaucoup d'autres de mes compatriotes, je n'hésiterai absolument pas. C'est très noble, Mais pour monsieur Sow. servir, pas pour se servir. Je pense que ce sera le mot de la fin. C'est très noble ce rêve et on souhaite que ce rêve soit réalisé. Et comme vous l'avez dit, servir au lieu de se servir. Ne pas se servir, mais servir. Et un dernier mot, monsieur Sow? Enfin, un dernier mot, je dirais que si moi je dois un peu résumer à travers un film, mon propre film, hein, je vais penser à celui-là. Les oiseaux se cassent pour mourir. Ce sera le mot de la fin. Les oiseaux se cassent pour mourir. Et je pense que ceux qui l'ont regardé savent de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas regardé, je ne fais pas sa publicité et ils peuvent le regarder pour Je vais pas comprendre de poser quoi de je questions parle. pour éviter de spoiler, mais voilà. Merci. Ce sera la fin. Allez regarder le film si vous ne l'avez pas regardé. Et sinon, n'hésitez pas à contacter Monsieur So pour spoiler un peu le film. Merci infiniment. Merci, Monsieur Diallo.